Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est optimisation de l'image, finalisation en quelque sorte, avec Photoshop. Eh ben c'est parti. Donc bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu comment finaliser l'image en sortie de PixInsight sur Photoshop. Alors pour reprendre rapidement le plan un peu général que j'avais fait au départ pour cette série de tutos, on voit que là on est vraiment au stade où on a fini sur PixInsight tout ce qui est traitement de la luminance, traitement de l'image couleur, traitement de l'image dans son ensemble si vous faites les acquisitions avec une caméra couleur évidemment, et on a fait l'assemblage RGB pour ceux qui ont une caméra monochrome. Ensuite, il reste quand même quelques petites choses à faire sur l'image de manière générale. C'est assez rare que, vraiment en toute sortie de PixInsight, l'image soit totalement finalisée. Il y a toujours moyen de revenir régler quelques petits détails, de corriger quelques petites choses, et notamment sur la gestion de la couleur, de la saturation. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire sous Photoshop que sous PixInsight. Même si ça peut se faire sous PixInsight, en réalité, il y a très peu de choses qu'on va voir dans cette vidéo qu'on ne peut pas faire sous PixInsight. Mais voilà, moi, au niveau de ma manière de travailler, je trouve ça plus simple, nettement plus simple de le faire sous Photoshop pour faire ces quelques petits réglages finaux, on va dire, sur l'image, en sachant que sous Photoshop, l'avantage évidemment, c'est qu'on peut travailler avec des calques, on peut voir en temps réel, doser en temps réel les ajustements et voir voilà, où situer le curseur, où est-ce que c'est vraiment optimal, où s'arrêter. Ça permet de retravailler un petit peu l'image en toute fin de traitement. Bien, mais avant de passer vraiment sous Photoshop, on va voir quand même comment faire la transition entre PixInsight et Photoshop pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Ce qui est important, c'est de bien sauvegarder son image, du coup, en format TIFF. Moi, je vous recommande de la sauvegarder en format TIFF. Et vous travaillez généralement en mode 32 bits sous PixInsight, mais pour la passer en Photoshop et pouvoir travailler dessus comme il faut la convertir donc en 16 bits. Et ne pas oublier également de bien inclure le profil ICC sur l'image de votre d'espace de travail sous PixInsight pour que ça soit il y ait une bonne correspondance des couleurs entre PixInsight et Photoshop. Alors, je ne vais pas faire la démonstration ici, je pense que je ferai une vidéo à part juste sur la calibration de l'écran et sur les espaces de couleurs pour que ça soit complet, mais en réalité, il faut bien avoir des espaces de travail au niveau des couleurs qui soient harmonisés entre PixInsight et Photoshop, à la fois pour les couleurs et pour les images en noir et blanc, pour que les images, quand on les importe de Photoshop à PixInsight et réciproquement, elles soient lues et qu'elles soient lues correctement et que les infos soient bien retranscrites de la même manière. S'il n'y a pas les bons profils, les mêmes espaces de travail qui sont paramétrés pour Photoshop et pour PixInsight, on peut arriver à des écarts qui sont très importants sur certaines images, notamment les images le plus souvent sur les images monochromes, où on n'a pas du tout le même point noir entre les deux images, le même point gris. C'est très compliqué à rattraper, donc voilà, un bon espace de travail avec des profils de couleurs cohérents, c'est vraiment indispensable, mais on en dira un mot dans une vidéo à part. En précisant tout de suite que le fait, quand vous êtes à ce stade-là de l'image, c'est-à-dire quasiment finalisé, passer de 32 bits à 16 bits, ça n'a pas beaucoup d'impact, on va dire. On pourrait se dire, si on retouche un petit peu au fond, si elle a la luminosité, à la dynamique générale de l'image, autant que ça soit fait avec de la manière la plus fine possible, en 32 bits. En réalité, une modification d'un ou deux niveaux à ce stade-là, ce Photoshop en 16 bits, ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose de le faire en 32 bits ou en 16 bits. Aucune inquiétude, et d'ailleurs, on verra au final que l'image, la plupart du temps, on l'exporte en 8 bits. Donc, on a encore un peu de marge là pour retravailler ce Photoshop sur l'image. Alors, il faut aussi que je dise quelque chose un peu en introduction de cette vidéo, c'est que, comme on vient de le voir, là on va s'intéresser uniquement aux finalisations de l'image, aux petites optimisations qu'on peut faire en fin de traitement, pour essayer d'améliorer encore le résultat qu'on a en sortie de PixInsight. On va pas du tout aborder dans cette vidéo la manière de traiter une image de A à Z sous Photoshop. C'est beaucoup moins simple, on va dire, de présenter une vidéo
où on cherche juste à parler des petites optimisations, en fin de traitement d'image. Parce qu'évidemment, selon la qualité d'image qu'on obtient en sortie de PixInsight, on n'aura pas besoin de faire les mêmes opérations à chaque image, et chaque image sera différente et il faudra, voir, au cas par cas, quelles sont les opérations qui sont nécessaires. Est-ce qu'il y a besoin de lisser un peu plus le fond de ciel, le bruit? Est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrer les niveaux? Est-ce qu'il y a besoin de dynamiser un petit peu la couleur? Donc c'est compliqué de donner un workflow un peu type de traitement à ce stade-là de l'image parce qu'évidemment, il faut s'adapter vraiment à chaque image et faire en fonction. Donc, j'ai pas de liste avec, une série de traitements, prédéfinis, automatiques qu'il faut appliquer à la fin de chaque image. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, un petit peu la différence des autres vidéos où vraiment on abordait des points très précis, il y avait une manière de faire assez précise que je recommandais dans PixInsight. Là, aujourd'hui, on va pas du tout faire ça. On va plutôt voir une série de conseils, de recommandations un peu générales sur la manière de faire une multitude de petites choses. Et après, bah, c'est à vous, au cas par cas, et en fonction du résultat de votre image, de les appliquer ou de pas les appliquer si ça ne s'y prête pas. Il faut aussi dire qu'avec les nouveaux process sous PixInsight qui sont apparus depuis quelques mois ou quelques années, le retrait d'étoiles pour travailler en starless, les nouveaux process de réduction de bris, Blur Exterminator pour améliorer les détails. Au final, aujourd'hui, moi, dans mon workflow de traitement, j'ai quand même beaucoup moins de choses à faire en sortie de PixInsight sous Photoshop qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, je me permettais de reprendre un peu plus les niveaux, de reprendre un petit peu plus le bruit, de reprendre un petit peu plus les détails. Aujourd'hui, tout ce qui est bruit, détails, normalement, ça doit quand vous sortez de PixInsight, il y a plus grand chose à améliorer en réalité. Donc, c'est plus du petit fignolage qu'autre chose, mais ça peut avoir quand même un intérêt de le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter plutôt plusieurs points successifs différents, qui sont pas tous à appliquer sur une image si ça se prête pas, mais voilà, faut faire son choix dans ces quelques opérations. Alors, je précise également que pour cette vidéo, je vais vous présenter la manière de faire, on va dire, avec les outils Photoshop à proprement parler, mais qu'il existe, comme pour PixInsight, des process additionnels, il existe aussi des plugins tiers qu'on peut utiliser sous Photoshop, qu'on peut rajouter à Photoshop, et qui permettent de faire des petites choses bien pratiques. Alors notamment, je mettrai les liens en description pour pouvoir aller les récupérer. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, notamment le Hasta la Vista Green, qui est l'équivalent clairement du SCNR, du process SCNR sous Photoshop, sauf que là, vous pouvez l'utiliser que sur le vert, ou si vous faites du SHO en inversant l'image que sur le magenta, du coup, ça marche dans les deux cas, mais c'est un peu plus limité que SCNR sous PixInsight qui vous permet de choisir si vous voulez retirer plutôt du bleu, du rouge ou du vert. Là, c'est que le vert. Il y a aussi, moi j'ai aussi un plugin pour Star Spikes Pro, alors c'est pour rajouter des aigrettes artificielles aux étoiles. Ça peut servir dans quelques cas très particuliers où il y a une belle étoile dans le champ et puis ça rajoute ça donne une petite dimension à la photo, mais voilà, vraiment, il y en a qui l'utilisent aussi pour corriger plutôt les étoiles, c'est-à-dire concrètement essayer de maquiller, de camoufler un petit peu les défauts des étoiles en créant des étoiles un petit peu artificielles au-dessus. Ça, je recommande pas, mais voilà, c'est un outil qui existe, qui peut donner dans certains cas des résultats sympathiques, donc je le mentionne, mais je le recommande pas forcément. Ensuite, il y a des plugins de la suite, des suites Xterminator qui sont disponibles pour PixInsight, qui sont également disponibles pour Photoshop, et notamment Noise Xterminator et Star Xterminator. Donc si vous avez acheté la licence pour ces logiciels-là pour PixInsight, vous avez également la licence pour Photoshop, donc vous pouvez également les utiliser sous Photoshop. Alors, pourquoi pas, hein, l'essentiel du retrait de bruit, normalement, on l'a déjà fait sous PixInsight, donc c'est pas forcément utile d'y revenir sous Photoshop, mais ça peut se justifier parfois, donc ça peut être intéressant d'avoir Noise Xterminator sous la main. Et Star Xterminator, eh ben, ça peut être intéressant pour retirer les étoiles. Pour le coup, là, il marche bien en non linéaire, donc c'est un outil qui est intéressant aussi d'avoir sous Photoshop, même si, venant de PixInsight, normalement, vous avez déjà réalisé un Starless, vous avez déjà créé votre masque d'étoiles, avec ou sans Star Exterminator d'ailleurs, mais voilà, c'est pas indispensable, on l'utilise pas forcément non plus Photoshop, mais ça peut être intéressant de l'avoir, évidemment. Et puis, alors j'ai aussi les modules de chez Topaz que j'avais essayé à une époque, que j'utilise plus du tout maintenant, parce que depuis que Blur Exterminator est là, le Sharpen, qui était déjà très compliqué à utiliser, hein, je vous renvoie pour ça sur ma vidéo de présentation de Blur Exterminator, où je faisais bien la différence entre Blur Exterminator et Topaz Sharpen, notamment.
Et au niveau du denoise, c'est un outil de denoise complémentaire, mais qui apporte pas forcément grand-chose et qui doit être utilisé avec beaucoup, beaucoup de précautions, parce que sinon il lisse énormément ou alors il invente des détails dans certaines zones. Donc voilà, ces modules-là, je les recommande pas. Et vous avez aussi, des petits plugins, qui sont additionnels. Alors, il y en a qui existent. Moi, je vais vous en recommander un seul, qui apparaît ici, donc c'est Astronomy Tools, qui est une petite suite, on va dire, de différents outils, qui permettent de gérer de réduire le bruit dans le fond de ciel, d'améliorer les détails, d'augmenter la couleur des étoiles, de sélectionner les étoiles, etc. Il n'y a rien qu'on ne puisse faire avec les outils Photoshop directement, puisqu'en fait, si on va dans le détail, par exemple ici, pour la réduction de bruit, on voit que c'est une succession d'opérations de base sous Photoshop, hein. C'est dupliquer une image, créer un calque, appliquer une fonction courbe, une fonction gaussien, etc. Donc tout ça, c'est une succession d'étapes qu'on peut faire directement sous Photoshop, mais voilà, on va dire que ça automatise une partie du travail, et pour des choses qui sont assez répétitives, c'est agréable à utiliser dans le sens où ça coûte pas très cher, ça va coûter une quinzaine d'euros de mémoire, donc voilà, c'est vraiment pas cher, et ça permet d'automatiser certaines tâches voilà, qu'on peut faire à la main, mais là qu'on fait en un clic, en appuyant sur l'opération qu'on souhaite réaliser. Alors avec quelques petites quand même choses à savoir, et pour bien le mettre en œuvre, mais ça au cas par cas, j'y reviendrai. Donc dans ce tuto-là, je vous présenterai essentiellement les outils qu'on a à notre disposition avec Photoshop de base, mais voilà, si ça s'y prête, je vous montrerai aussi ce qu'on peut faire avec les kits d'action, la Action Tools ou certains plugins additionnels. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet avec les différents traitements qu'on peut appliquer sous Photoshop. Avec une première chose à voir tout de suite, c'est les masques dont on va avoir besoin pour pouvoir appliquer les process au mieux. Les différents process, on les appliquera généralement avec différents masques, soit pour protéger le fond de ciel, soit pour protéger les objets, soit pour viser uniquement les étoiles, soit pour viser uniquement les objets sans les étoiles. Donc on a besoin de différents masques pour faire ça. En réalité, on a besoin principalement de deux masques, qui sont le masque de zone. Donc là, on a isolé en quelque sorte les zones intéressantes sur les objets, en l'occurrence là, les deux galaxies, et d'un masque d'étoiles. Alors, j'ai fait déjà 2 vidéos sur le sujet, pour la création des masques, l'un justement pour les masques de zone et l'autre pour les masques d'étoiles, avec PixInsight. Si vous êtes à ce stade-là de votre traitement et que vous rebasculez sur Photoshop uniquement pour la finalisation de l'image, normalement vous avez déjà généré ces masques sous PixInsight. Le premier avec Runge Mask par exemple, et le deuxième soit avec un process de Star Mask, soit via la récupération des étoiles avec un logiciel de Starless type Star Exterminator ou StarNet. Donc vous n'avez pas forcément besoin de refaire ces masques-là sous Photoshop. En réalité, c'est même plutôt intéressant, ils seront plutôt mieux faits en général avec PixInsight, donc vous pouvez vous contenter de repartir, voilà, vous sauvegardez de la même manière vos deux masques sous PixInsight et vous les importez dans Photoshop. Bien, donc on va voir quand même rapidement comment créer ces masques sous Photoshop, si vous ne les avez pas créés sous PixInsight. Encore une fois, normalement, vous avez juste besoin de les récupérer sous PixInsight. On va dupliquer l'image, et on va appliquer dessus un petit coup de filtre anti-poussière. Et le but là, c'est vraiment de supprimer, qu'on voit plus aucune étoile. Donc là, on est à peu près à voilà, 50 pixels. Ça dépend après de la taille de votre image, si elle est en drizzle ou pas, etc. Et puis, cette image-là, on va venir l'aplatir. On duplique hein, l'image initiale. On fusionne celle-là avec le calque inférieur. Et ensuite, on a juste à faire une différence voilà, avec l'image de départ. Si on veut vraiment en créer une à part, conserver le masque et l'image de départ, on peut redupliquer et fusionner uniquement avec l'image du dessous. Et ensuite, un petit coup de niveau, CTRL L, on peut venir rebaisser un petit peu le fond de ciel, voilà, pour enlever le bruit dans le fond de ciel, alors pas trop pour pas perdre de petites étoiles. Et voilà, là on a à peu près notre masque. On peut le dupliquer et le coller dans un nouveau document, comme ça nous permet de le passer en mode niveau de gris. Ça va éviter qu'on perde
qu'on perde les infos de couleur sur l'image initiale. Et puis ensuite, à ce stade-là, on peut venir faire un petit peu de correction, enlever les derniers petits résidus qui peuvent rester sur l'image, soit au niveau des nébulosités, soit au niveau du cœur des galaxies. Par exemple, ici, on peut venir gommer tranquillement cette partie-là. On va peut-être perdre une ou deux petites étoiles au passage, mais c'est pas très grave. En général, les étoiles qui sont comme ça, dans le cœur des galaxies, c'est pas réellement gênant parce qu'on peut les traiter derrière avec la galaxie de la même manière. Donc là, voilà, si on veut peaufiner un petit peu, alors évidemment en étant le plus précis possible, hein, pour pas trop retirer de choses dans le fond de ciel et pour pas endommager l'image par ailleurs. Voilà, on peut faire le tri dans les bras spiraux. Voilà, et donc là on se retrouve avec une image avec uniquement les étoiles. Donc on peut comparer avec ce qu'on avait sous PixInsight avec en faisant le Star Exterminator. Voilà, c'est un petit peu moins fin, mais les grosses étoiles sont là. On peut toujours venir travailler un petit peu sur les niveaux pour rehausser les étoiles. Alors attention, en rehaussant, on va faire réapparaître quelques nébulosités, donc ça permet éventuellement de refaire un petit coup de nettoyage s'il y a besoin, mais c'est pour l'instant très suffisant pour travailler si on a besoin des étoiles. Pour créer ensuite le masque de zone, bon, il y a plusieurs techniques, là je vais en montrer une qui, voilà, qui est pas mal, qui est rapide. Tout d'abord, on va copier l'image, créer un nouveau document et travailler uniquement en niveau de gris. Évidemment, pour les masques, on n'a pas besoin de travailler en couleur et c'est plus simple de travailler en niveau de gris. Donc, on va dupliquer l'image, on va lui mettre un petit coup pareil d'anti-poussière, un petit peu moins fort, juste histoire de faire partir les petites étoiles. Voilà, par exemple ici à 10. On va lui mettre un petit coup de flou gaussien, léger, hein, ça c'est juste pour avoir un masque un petit peu progressif et puis éliminer un petit peu les petites étoiles qui peuvent rester. Et ensuite, on va diminuer les niveaux, on va baisser un petit peu, voilà, le fond de ciel, essayer de conserver que les galaxies. Alors après, selon les zones sur lesquelles vous voulez travailler, là on garde que les galaxies, mais si vous voulez travailler que sur l'IFN, il faudrait faire des masques vraiment en mettant plus en évidence l'IFN et en supprimant derrière les galaxies. Ça peut se faire aussi avec des combinaisons de masques qui sont un petit peu plus complexes du coup à créer. Et de manière générale, moi je vous recommande encore une fois de ne pas aller trop monter les histogrammes par zone avec des masques sous Photoshop à la fin. C'est dommage d'être arrivé jusqu'à ce niveau-là de l'image en travaillant correctement et on commencera à faire un peu n'importe quoi sur la fin. Donc bon, après chacun est libre. Donc on a notre image qui est floutée, on a les zones, on a encore les étoiles qui sont dessus. Donc ça c'est pas très grave pour les enlever. On peut venir reprendre là notre masque d'étoiles qu'on vient de créer, on vient le coller sur le dessus, on l'inverse pour que les étoiles soient noires et on va le passer en mode obscurcir. Et ensuite, pareil, on vient retoucher un petit peu les niveaux, voilà, en augmentant. Alors faut que les étoiles qui sont dans la galaxie soient protégées, mais pas trop, hein. Pas tirer pour avoir beaucoup de bruit après derrière. Là par exemple, là ici, c'est assez satisfaisant. Et on se retrouve avec une image ici, qu'on peut, alors soit on peut régler un petit peu les niveaux, si on se rend compte que, plutôt avec le point gris cette fois, s'il y a des petites choses à corriger, là c'était pas mal donc je vais le laisser comme ça. Et puis ensuite, une fois que l'image est aplatie, un coup de pinceau, on peut y aller franchement là en mode bien noir pour tout ce qui est très loin des galaxies, on prend pas de risque, de toute façon le fond de ciel, le masque on veut qu'il soit complètement opaque, donc pour tout ce qui est très loin des galaxies, voilà, on peut le faire de manière assez franche, et puis ensuite pour ce qui est proche des galaxies, on va travailler avec un rayon un peu plus petit, un peu moins d'opacité, voilà, faire quelque chose d'un peu, si on souhaite éliminer les petits résidus qui sont un peu à droite à gauche, sans trop toucher à la nébuleuse dans son ensemble, voilà, à minima, en sachant que les étoiles du coup sont protégées également. Et là on se retrouve avec un masque de zone qui est pas mal. Alors si on voulait l'améliorer un petit peu, on pourrait encore venir remettre les étoiles, on les inverse. Sur ce masque-là, on va faire un petit flou gaussien,
peut même leur appliquer, faut que ça soit progressif, mais il faut pas qu'on perde trop en détail. Par exemple, là, si on n'avait plus qu'un énorme bloc blanc, ça pourrait être un petit peu gênant. D'ailleurs, le masque de zone que j'ai fait sous PixInsight est beaucoup moins progressif que ça, mais on verra qu'on s'en sert dans des cas, un petit peu plus particuliers. Et puis une fois qu'on a flouté, on peut remettre nos étoiles, et toujours en mode obscurcir, et si besoin toujours en modifiant, en venant retoucher un peu les niveaux, voilà, pour être sûr de ne pas affecter les étoiles. On aplatit, et donc là on a créé notre masque de zone avec les étoiles qui ont été enlevées, et notre masque d'étoiles. Notez que pour les masques ensuite qu'on a créé avec PixInsight, ça sera la même logique hein, sur le masque de zone, par exemple celui-là, je peux tout à fait venir prendre les étoiles, les coller, les inverser, et puis venir obscurcir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu plus protecteur au niveau des étoiles, voilà, par exemple comme ça. Bon, voilà, c'est important de savoir faire ces masques. On les utilisera pour quelques process. Pour beaucoup de process, en revanche, on va pas avoir besoin de les créer, mais il faut savoir les faire si jamais on les a pas fait sous PixInsight. Et même si vous vous rendez compte une fois avec Photoshop que vous les avez pas sauvegardés, ça reste mieux. Moi, je vous conseille de retourner sous PixInsight, les faire bien sous PixInsight et de les réintégrer ensuite dans Photoshop. Voilà, alors maintenant qu'on a vu comment récupérer les masques sous PixInsight ou les régénérer sous Photoshop, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des traitements qu'on peut faire sous Photoshop sur une image donnée. J'ai choisi volontairement pour ce tuto une image assez ancienne et en sortie de PixInsight. Donc, c'est pas la version finale de l'image que j'avais faite, sinon j'aurais pas grand chose à modifier. Et j'ai pris une image un peu ancienne, tout simplement parce qu'elle a plus de petits défauts que sur mes images récentes, et aussi parce que c'est une image qui date d'avant Blur Exterminator, Noise Exterminator, Star Exterminator, etc. Donc on trouve plus de choses qu'on peut venir corriger en sortie de PixInsight sur une image. Comme je disais, là, sur les dernières images, arrivées sous Photoshop, en général, à part la correction des couleurs et repréciser très finement l'histogramme ou la luminosité ou le contraste des objets, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc là, j'ai pris exprès une image où il y a pas mal de défauts, ça va nous permettre de voir comment les corriger ou comment améliorer un petit peu les différents aspects de l'image. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est quelque chose d'assez simple et qui va rejoindre ce que j'avais expliqué dans une des vidéos sur la correction du fond de ciel avec PixInsight, avec l'outil CloneStump. Et ça marchait pour corriger les reflets, les halos, les traînées de satellites, etc. Donc normalement, à ce stade-là, vous ne devez plus avoir beaucoup de traces, mais il se peut que parfois, bah, il reste jusqu'au bout comme ça. Vous voyez qu'il y a une traînée de satellite qui reste après l'empilement. Elle n'est pas partie avec sous PixInsight. Bon, on se dit généralement qu'on la traitera en toute fin sous Photoshop, c'est un petit peu plus simple avec les outils de Photoshop, mais voilà, bon, ça peut arriver, et pour ça je vais prendre une autre image, qui est celle-ci, la de M13, alors qui est pareil, hein, c'est la version sortie de PixInsight, hein, pas du tout finalisée, mais on voit que sur cette image, alors je zoome un peu plus pour qu'on le voit bien, on a une belle traînée de satellites, voilà, sur toute l'image. Donc c'est quelque chose qu'on doit venir corriger parce que, bon, elle est assez discrète, mais elle se voit quand même. Et quand on sait qu'elle est là, évidemment, on voit plus que ça. Donc on veut corriger évidemment ce genre de petits défauts. Alors pour corriger ce genre de petits défauts, bah, c'est pas compliqué, hein, ça va être la même méthode que ce que j'avais montré sur PixInsight. On va travailler avec l'outil, le tampon de duplication. Donc je vous conseille de prendre une taille voilà, un petit peu supérieure voilà, à la traînée de satellite, typiquement quasiment le double. Mais par contre, dans le flux et alors pour l'opacité, on peut rester assez haut. Pour le flux, le baisser un petit peu pour qu'il y ait vraiment quelque chose de progressif. Et selon vos traînées de satellite, alors bon, déjà, la première chose, c'est qu'on va dupliquer l'image pour pas modifier notre fichier de base. Et puis, on va venir choisir donc avec Alt une zone de référence. Vous la prenez pas loin de votre traînée pour que ça soit à peu près cohérent avec ce qu'il y a autour, en sachant qu'à chaque fois que je décale la zone à corriger, ça va prendre la zone qui est immédiatement à côté, hein, donc en cohérence avec ce que j'ai défini au départ. Alors, évidemment, sur cette opération, le but, c'est de toucher à minima, c'est de corriger vraiment ce qui doit être corrigé. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire. Faut juste être vigilant, de pas, avec le tampon de duplication, de pas aller recopier une étoile. Par exemple, là, ici, la zone qui est là, il y a une étoile. Si je l'utilise pour dupliquer, hop, je vais créer une magnifique étoile qui n'existe pas. Donc, en fonction,
vous pouvez, toujours venir piocher, de l'autre côté, voilà et alterner un petit peu. Voilà. Pensez bien à prendre votre zone de référence un petit peu, éloignée quand même de la zone à corriger pour pas risquer de prendre en partie, la zone, qui doit justement être corrigée avec la traînée de satellite pour pas reproduire la traînée de satellite un petit peu à côté, hein. Bon ça, c'est vraiment des petites choses, toutes bêtes mais, à garder en tête. Attention aussi à pas, perdre des étoiles au passage, ça serait un petit peu embêtant. Voilà, donc ça se fait, en général, assez rapidement et assez simplement. Il n'y a pas grand chose à faire. Une fois que vous avez terminé, après, vous pouvez voir si c'est mieux de faire la modification, alors en mode normal ou en mode selon la traînée que vous avez, ça peut être mieux de la mettre en mode normal ou en mode éclaircir ou en mode obscurcir. Par exemple, là, il y a une traînée qui est brillante. Ça arrive parfois qu'on ait une traînée qui soit plus noire, hein, parce qu'il y a eu des sous-corrections ou des surcorrections sous PixInsight, on se retrouve avec une traînée un peu plus noire, ça peut aussi arriver. Auquel cas, il faut mieux le passer en mode éclaircir. Là, en mode obscurcir, voilà, ça donne de bons résultats. Ça change pas grand-chose par rapport au mode normal, mais au moins ça vous assure, d'avoir la correction uniquement sur, les pixels qui sont pertinents et de ne pas toucher aux pixels qui sont à côté. Et donc une fois que ça c'est terminé, bah, vous avez votre image du dessus. Faites bien la comparaison avant et après, bien vérifier que, voilà, là sur l'image de départ, que la traînée de satellite était, assez visible. Une fois la correction effectuée, voilà, c'est quasiment, invisible. Si c'est bien fait, c'est, indécelable et en tout cas, c'est quand on regarde l'image dans son ensemble, on voit plus, du tout la traînée de satellite. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez aplatir votre image. N'hésitez pas à jouer sur l'opacité si besoin, hein, si vous avez un petit peu trop forcé, si c'est un peu trop sombre. Si un des modes ne donne pas de meilleurs résultats, voilà, vous pouvez moduler jusqu'à retrouver quelque chose de parfaitement harmonieux entre vos deux images. Voilà, donc ça c'est une petite technique hein, qui est toute simple, hein, qui permet de venir corriger les défauts, alors que ce soit les traînées de satellite, des reflets, un peu de la même manière que ce que j'ai montré dans la vidéo PixInsight. Ça permet aussi de corriger si vous avez des pixels chauds sur votre image. Bon là, il se trouve que malheureusement sur cette image-là, j'en ai pas. Donc on va imaginer que cette étoile-là, c'est un pixel chaud. Bon, bah, même technique, hein, vous venez passer une fois ou une deuxième fois s'il y a besoin pour vraiment supprimer le défaut. Bon voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus là-dessus, hein, c'est vraiment, évident. Mais bon, selon que vous avez c'est facile à faire si vous avez peu de défauts sur votre image. Si vous en avez beaucoup évidemment, ça peut vous occuper un petit moment. Alors une autre petite technique pour venir un petit peu, corriger cette fois le fond de ciel. On voit que sur cette image, bon le fond de ciel globalement est pas mal, mais j'ai quand même quelques pixels un petit peu noirs, qui traînent, un petit peu partout, qui sont un petit peu plus sombres. C'est sûrement quelque chose qui pourrait se régler avec, un petit peu de flou, pour harmoniser, pour faire disparaître le bruit dans le fond de ciel. Mais je vous montre cette technique-là parce qu'elle peut être parfois utile quand on a quand même beaucoup, beaucoup de pixels noirs et que ça va être compliqué à faire partir. Bon, il y a plein de méthodes qui existent, mais une méthode qui est assez simple, c'est de créer un nouveau, calque. Vous venez avec votre pipette ici, vous prenez un échantillon de taille, on va le prendre de taille moyenne pour pas risquer d'intégrer des étoiles dedans et on voit qu'on est à 32, 33, 32. Bon, à ce moment-là, vous allez définir ici une zone ici, voilà, 33, 33, 32. On garde cette valeur-là et ensuite avec le pot de peinture, eh ben, vous venez, le placer directement sur, votre image. Et ensuite, vous allez jouer ici avec le mode éclaircir. Donc, on va venir éclaircir uniquement tout ce qui est inférieur à 33, 33, 32 va être éclairci. On voit que la moyenne de mon échantillon, elle était quand même représentative, mais attention, là, si je l'applique directement, c'est absolument horrible, hein. Donc, le but, c'est de l'appliquer, mais de venir ici jouer avec le pourcentage d'opacité. Et le but, c'est vraiment de s'arrêter au moment où les pixels noirs disparaissent. Là, on voit que j'ai pas de correction. Et il faut surtout pas tomber dans l'excès inverse, à savoir qu'il y a des pixels blancs qui apparaissent parce qu'on a trop obscurci autour. Donc là, le but, par exemple, à 33%, je me mets à un tiers. Voilà, j'ai gommé le principal, le gros des pixels les plus noirs qui n'apparaissent pas. Et puis, j'ai harmonisé un petit peu. Alors attention, toujours surveiller sur l'image dans son ensemble qu'on n'altère pas le fond de ciel. Mais en y allant doucement sur les pourcentages, on voit qu'on améliore un petit peu les choses. Mais le but, c'est vraiment pas de fausser, le fond de ciel ici, hein. Alors ça, c'est des petites techniques pour corriger les principaux défauts de l'image. Maintenant, on va voir comment essayer d'optimiser un petit peu, l'image qu'on a.
La première chose qu'on peut faire sous Photoshop, non, même si normalement c'est déjà censé être fait en sortant de PixInsight, c'est venir, corriger le bruit dans le fond de ciel. Alors là, c'est très personnel, hein, il y a des gens qui aiment les images qui sont relativement, on va dire, qui conservent un certain bruit. Il y en a d'autres qui aiment bien lisser un peu plus. Moi, je mets en garde sur les images trop lissées. Et inversement, quand il reste trop de bruit, c'est pas non plus très esthétique. Donc voilà, il faut être capable de trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes et d'appliquer, si besoin, des petites corrections pour lisser un petit peu le fond de ciel quand il est un petit peu moutonneux. Là, c'est le cas sur cette image. On peut se permettre d'appuyer un petit peu sur la réduction du bruit. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué. Déjà, première opération, c'est qu'on vient dupliquer notre image. De manière générale, sous Photoshop, moi, je vous recommande de toujours commencer, quelle que soit l'opération que vous vous apprêtez à faire, c'est de dupliquer votre image et de travailler sur l'image dupliquée. Vous conservez comme ça votre image de départ qui est pas touchée, et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez vous permettre de venir aplatir l'image ou de fusionner les calques. Mais tant que votre opération elle n'est pas vraiment finie et que vous n'êtes pas content du résultat, vous restez avec une image dupliquée sur laquelle vous pouvez venir jouer, refaire des modifications, le cas échéant supprimer et refaire si vous êtes allé trop loin. Bon, voilà. Première opération, c'est dupliquer l'image. Ensuite, il va falloir qu'on isole vraiment les zones où on veut appliquer le traitement. Pour une opération de réduction de bruit, on va chercher à appliquer la réduction de bruit uniquement dans les zones où il y a le moins bon rapport signal sur bruit sur l'image, c'est-à-dire dans les zones les plus sombres. Donc on ne va pas chercher à prendre en compte les étoiles et les galaxies. On va vraiment appliquer ça sur le fond de ciel. Donc pour faire ça, pour faire ce masque-là, c'est ultra simple. On fait CTRL A, CTRL C. On vient ici sur le bouton pour ajouter un masque de fusion, on crée un masque de fusion, on fait Alt, clic gauche pour se retrouver, pour bien prendre l'image du masque, et on vient coller notre image. Donc petit rappel, hein, parce que j'ai pas fait trop de tutos Photoshop jusqu'à présent, donc c'est pas forcément inutile. Vous sélectionnez vos images comme vous voulez. Si vous voulez afficher le masque de fusion, c'est Alt avec clic. Si vous faites juste, si vous êtes sur l'image et que vous faites clic dessus, vous allez travailler sur le masque, mais vous ne le visualisez pas. Donc pour bien le visualiser, il faut toujours faire Alt, clic, voilà. Et là, on voit notre image, et ne soyez pas surpris, le masque de fusion, lui, il est toujours en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, donc là, c'est normal que l'image soit passée en noir et blanc. Et donc là, on a notre masque qui correspond au masque de fusion. Et toutes les zones qui sont en blanc, c'est celles qui vont laisser passer l'image modifiée, et ce qui est en noir, ça va bloquer. Donc là, si on applique un process de réduction de bruit, bah, il serait appliqué que sur les zones en blanc. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut obtenir, c'est pour ça qu'on va faire un CTRL-I voilà, pour inverser l'image, de manière à ce que le process qu'on va appliquer, il soit appliqué bien dans les zones blanches, donc dans les zones de fond de ciel, et que les zones de galaxies et d'étoiles soient protégées. À ce stade-là, quand vous êtes là, vous pouvez tout à fait mettre un petit coup de niveau, soit pour rendre un peu plus blanc le fond de ciel, être sûr que votre traitement s'applique bien, et puis vous pouvez éventuellement noircir un petit peu voilà, les zones de galaxies si vous voulez pas que ce traitement-là vienne altérer ce que vous avez, les détails que vous avez dans les galaxies. En sachant que là, il faudra peut-être remonter un petit peu le fond de ciel pour que le traitement s'applique de manière assez homogène. Voilà, une fois que notre masque du coup est réalisé, eh ben, on peut venir travailler avec les différents outils dont on dispose. Alors, un des outils pour réduire le bruit, eh ben, c'est tout simplement l'outil filtre bruit, réduction du bruit. Vous sélectionnez une zone qui est à la frontière entre votre masque, ce qui est protégé et pas protégé, et ensuite, il faut venir jouer avec l'intensité. Alors 1, c'est vraiment très faible, mais parfois ça peut suffire. Moi, je vous conseille de faire une réduction de bruit un petit peu plus appuyée, à 2 ou 3. Vous pouvez vous permettre de conserver les détails. Alors, on va les mettre à 75-80%. La réduction de bruit de la couleur, pour l'instant, c'est pas franchement ce qui nous intéresse. On va la baisser nettement. Et l'accentuation des détails, il n'y en a pas besoin. On ne cherche pas à accentuer les détails, là, on cherche à enlever, à réduire le bruit dans le fond de ciel. Et voilà, vous avez la possibilité de visualiser en temps réel. Alors c'est un petit aperçu, vous pouvez zoomer un petit peu dedans pour voir mieux ce que vous faites. Et quand vous cliquez, ça vous affiche l'image de départ, l'image de sortie. Voilà, donc on voit, on va se mettre sur une zone de fond de ciel, puisque là c'est ça qui nous intéresse. On voit qu'on vient lisser un petit peu le fond de ciel. On peut même se permettre, là, comme ça moutonne pas mal, de l'augmenter un petit peu. Mais attention, plus vous augmentez, si vous augmentez trop fortement, vous risquez d'avoir de la création de marbrures dans votre fond de ciel, donc c'est jamais très esthétique. Là, on va la laisser comme ça. Voilà, donc on voit qu'avec ce traitement, ben, on est venu tout simplement lisser un petit peu plus le fond de ciel, on a réduit le moutonnement.
on n'a pas touché à la galaxie. Alors si on veut, on peut se rendre compte de ce que ça donne en désactivant le masque de fusion. Voilà, on se rend compte que dans la galaxie, on serait venu flouter un petit peu ce qui n'était pas le but. Donc voilà, le masque fait bien son effet. Donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire pour réduire le bruit, si vous avez Noise Exterminator, eh ben, c'est de passer également par Noise Exterminator. Donc là, je vous conseille de ne pas réduire. Attention, le denoise là est puissant hein, sur Noise Exterminator, donc vous restez entre 10, 15, 20, 30% éventuellement. Et notamment, normalement, ça suffit pour donner déjà des très bons résultats. Voilà, donc là, Noise Exterminator, c'est appliqué. Noise Exterminator, il a l'avantage que vous n'êtes pas forcément obligé de travailler avec des masques, parce que normalement, il est assez efficace pour bien repérer les zones où il y a besoin de faire une réduction de bruit, et les autres, donc voilà, vous pouvez l'utiliser sans masque, sinon vous pouvez juste faire comme on a fait tout à l'heure, vous copiez votre image, CTRL A, CTRL C, vous venez la coller ici, et vous l'inversez, mais sans modifier les niveaux cette fois, pour justement qu'il y ait, ou alors sans modifier les niveaux, ou alors juste pour venir remonter les niveaux du fond de ciel. Par exemple, ici, si on veut que le process s'applique un petit peu plus vraiment bien dans le fond de ciel, on vient remonter pour que ça soit plus blanc vraiment dans le fond de ciel et que ça soit pas mixé à 80% avec l'image de départ, etc. Et là, on a, pareil, on voit des résultats. Là, le masque du coup est bien progressif hein, sur la galaxie. Et puis, ça permet de gagner pas mal sur le fond de ciel en termes de qualité. Là, on a fait quelque chose qui n'est pas excessif. Et si votre résultat, encore une fois, est trop excessif, et ben vous venez jouer ici avec l'opacité. Voilà, entre 0 et 100%, parfois juste la moitié, ça suffira. Et puis, vous dosez, comme vous en avez envie, votre réduction de bruit. Une dernière méthode pour réaliser cette réduction de bruit, si vous avez le petit plugin Astro Tools, vous avez dedans deux petits outils qui sont pratiques. Alors, Space Noise Reduction et Deep Space Noise Reduction. Le Space Noise Reduction, il va s'appliquer un peu sur l'ensemble de l'image, on va dire, alors que le Deep Space Noise Reduction, il va s'appliquer uniquement sur les zones vraiment plus de fond de ciel, les zones plus sombres. Donc, à ce stade-là, pour corriger ça, c'est plutôt ça qu'on utilise. Moi, je vous recommande, si vous voulez gérer le bruit de manière à la fois sur un objet, sur la galaxie ou sur une nébuleuse et sur le fond de ciel, de faire deux réductions de bruit à part pour vraiment doser finement et pouvoir appliquer des traitements localisés aux différents objets. Donc là, par exemple, sur cette image-là, on peut l'appliquer. Normalement, c'est très rapide, voilà, c'est fait. Et on voit que c'est un process qui est assez agressif. Donc, encore une fois, on peut venir prendre notre image et s'en servir comme d'un masque, toujours en l'inversant. Et on voit qu'on a quelque chose là qui est voilà, un petit peu plus fin, un petit peu plus dosé. Et par contre, normalement, sur la galaxie, si je la remets à 100%, que ce soit pas tout pixelisé, normalement, ça n'a pas fait de modif. Voilà, donc on a quelque chose qui est propre dans le fond de ciel et quelque chose qui est propre également sur la galaxie, en sachant que la galaxie, pour illustrer tout de suite ce que je viens de dire, on va repasser ça au-dessus, et on va lui appliquer le Space Noise Reduction tout court, pas le Deep Space Noise Reduction, et on va voir ce que ça donne sur la galaxie. On voit, bah là c'est assez immédiat, hein, on voit vraiment le lissage qui se fait. Alors ça se fait, certes, le bruit est un petit peu atténué, ça se fait un petit peu au détriment de quelques structures un petit peu fines, notamment les bandes de poussière ici, ou certaines structures dans les bras spiraux. Voilà, les bandes de poussière ici, typiquement, une fois le lissage effectué, on les voit plus vraiment. Donc c'est pareil, hein, ça, il faut venir absolument travailler sur ces process-là avec un masque de fusion. Alors là, qu'on peut laisser parce qu'on vise vraiment la galaxie uniquement. Et puis, voilà, déjà, rien que l'application d'un masque, même si les zones ici sont plutôt blanches, si on prend la pipette, on va voir qu'en réalité, là, c'est blanc, mais vous avez ici les infos qui correspondent à la luminosité, on voit qu'on est qu'à 56%. Et donc on est quasiment à la moitié en réalité d'application en force du process. Ça le diminue de moitié. Donc ça permet un dosage un peu plus fin. Et encore une fois, là ici on peut jouer avec l'opacité différemment pour la galaxie et pour le fond de ciel. Et ça permet d'obtenir des résultats qui sont très corrects hein, en réalité. Autre chose aussi qu'on peut faire sur l'image finale, même si encore une fois c'est bien mieux d'avoir géré tous ces points-là au préalable dans PixInsight, c'est l'augmentation des détails. Donc, on peut essayer d'augmenter un petit peu les détails. Alors, c'est un peu un abus de langage d'augmenter les détails. On devrait plutôt parler d'améliorer les contrastes dans les zones où il y a des détails pour rehausser un peu ceci.
descendre un petit peu la luminosité, par exemple sur les bandes de poussière, augmenter un petit peu le contraste général de la galaxie. C'est des petites choses qui peuvent se faire, on va dire plutôt des petits ajustements sur les détails. Alors pour faire ça, il y a encore une fois plusieurs techniques, hein. Sous Photoshop en général, il n'y a pas une seule manière de faire et vous pouvez obtenir un résultat à peu près similaire avec différentes techniques. Vous avez dans renforcement l'outil Netté optimisé, alors que moi je recommande plutôt d'utiliser en toute fin de traitement, éventuellement pour retirer comme un léger voile s'il reste sur votre image, ça peut donner des bons résultats. Donc là, l'idée c'est avec Netté optimisé, c'est de venir jouer, on peut zoomer un petit peu sur l'image pour voir le résultat. Ça va en général booster un petit peu les étoiles. Donc c'est recommandé de protéger aussi les étoiles pour ce type de traitement, même si dans certains cas, ça peut redonner un petit peu de finesse à l'image. C'est quelque chose qu'il faut apprécier sur l'image à 100% sur l'écran. Hein, faut pas trop juger a priori. Là, l'idée sur ce traitement, c'est de venir définir une valeur, un rayon, on va dire, qui va être acceptable. En général, ça sera quelque chose d'assez petit, hein, entre 1 et 2 pixels maximum, même si, encore une fois, pour les traitements de manière générale sous Photoshop, je vous recommande plutôt d'accentuer un petit peu et ensuite de venir réduire l'opacité pour diminuer le mélange final avec l'image initiale. Mais comme ça permet de bien se rendre compte de ce qu'on fait. En général, là, le rayon, on va le fixer par rapport aux étoiles. C'est-à-dire que quand on va commencer à mettre un rayon trop fort, on va avoir un artefact, un cercle noir autour des étoiles. Donc le but, c'est vraiment pas de faire ça. Là, on peut se contenter de le laisser à 1 pixel. Alors, si on diminue trop, on va faire monter un petit peu le bruit. Donc on va le monter là ici à 1 pixel et demi. Le gain après, bah, ça c'est la puissance du réglage que vous allez mettre. Donc au-dessus de 100% quand même, on peut le monter là par exemple à 150. C'est ajusté au cas par cas, encore une fois. Et vous avez la possibilité de gérer en même temps la réduction de bruit. Vous pouvez le faire pour atténuer un petit peu les artefacts qui sont générés. C'est pas inutile de laisser 10% de bruit, sinon c'est des choses que vous pouvez plutôt gérer de manière séparée, avec d'un côté l'augmentation des détails et de l'autre la réduction du bruit. Et puis vous avez la possibilité aussi de supprimer alors là, le flou, alors le flou de l'objectif, le flou gaussien, etc. On peut laisser en flou gaussien par défaut, et on peut appliquer ça. Donc on voit que ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, faut l'apprécier toujours dans le détail à 100%, sur des zones pertinentes. Là, on voit que c'est trop accentué, hein, ça commence à faire vraiment remonter le bruit, ce qu'on avait éliminé avec l'étape précédente. Ça accentue un petit peu plus les étoiles. On a l'impression que tout est un peu plus net, donc ça porte bien son nom, hein, netteté optimisée, mais c'est appliqué un petit peu là de manière indifférenciée sur toute l'image. Donc sur les petites étoiles notamment, ça commence à se voir, et ça fait perdre l'effet un petit peu naturel des étoiles. Donc là, pour appliquer ce traitement, le mieux, ça reste encore de faire un masque de fusion où on vient appliquer, voilà, juste sans rien toucher, hein, pas forcément besoin de toucher les niveaux à ce niveau-là. On peut voir ce que ça donne sur l'image, voilà, où on a mis quand même un masque, donc ça adoucit un petit peu ce qu'on fait sur les étoiles, et on peut rebaisser un petit peu ici. Alors après, ajuster, ça c'est vraiment au cas par cas. On peut, on peut réajuster finement, le résultat qu'on veut avoir. Là, par exemple, autour de 50%, bah, c'est pas mal, c'est suffisant en réalité. On a augmenté un petit peu la netteté, mais sans déformer les étoiles. Voilà, on a un résultat qui est pas mal. On peut même le remonter un petit peu plus, c'est peut-être un peu faible. On va le mettre autour de 75%. Ça permet d'obtenir un résultat qui est plutôt correct. Une autre manière de faire, hein, parce comme je disais, il y a plusieurs manières de faire. On peut utiliser cette fois le filtre passe-haut. Voilà. Et l'idée, voilà, c'est de venir trouver, pareil, un certain rayon pour lequel, voilà, on va pas faire monter trop le bruit, on va pas avoir trop d'étoiles, un cercle des étoiles autour. Là, autour de 3 pixels, ça a l'air plutôt pas mal. On l'applique, et cette image-là, on peut venir l'ajouter en mode incrustation. Alors, on voit tout de suite, hein, le résultat, déjà sur l'image prise dans son ensemble, et si je zoome à 100%, voilà, on voit bien l'effet que ça a. Alors c'est une opération ça qui peut venir ajouter beaucoup de bruit dans le fond de ciel. Donc encore une fois, sur cette image, le mieux ça reste de copier votre image de base, et puis de venir pas du tout l'inverser justement. On va l'appliquer uniquement dans les zones les plus claires,
et pas du tout dans les zones sombres pour protéger le fond de ciel. Et là, si je zoome un peu sur la galaxie, alors je vais rester à 100%, on voit qu'on gagne un petit peu en finesse de détail dans les structures, dans les bandes de poussière, dans les bras spiraux. Voilà. Encore une fois, ça se fait, le bruit monte rapidement avec cette fonction-là, donc ça peut être préférable de la faire avant la réduction du bruit, ou alors de venir affiner la réduction du bruit uniquement sur la galaxie, après sur les objets sur lesquels on a appliqué cette fonction-là, de refaire une petite passe derrière pour adoucir un petit peu tout ça. Et enfin, une dernière méthode, pareil si vous avez Astro Tools, là vous avez une action dedans qui est vraiment pas mal, qui donne généralement de bons résultats, qui s'appelle Local Contrast Enhancement. Alors ça fait un petit peu la même chose que HDRMT sous PixInsight, en termes de résultats, même si c'est pas du tout les mêmes manières de procéder et que les résultats sont bien moins bons en réalité avec Local Contrast Enhancement, qu'avec HDRMT. Mais parfois ça permet on gagne en contraste là dans les zones, dans les bandes de poussière. C'est un mix un peu entre HDRMT et Dark Structure Enhance, une espèce de tout en un qui agit à la fois sur les zones les plus sombres et les plus brillantes. Alors, celui-là, on voit qu'il a un impact direct sur les étoiles, il vient regonfler les étoiles, regonfler les halos, ce qui n'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc typiquement, pour ce process-là, on va plutôt utiliser notre masque, alors celui-là que j'avais obtenu avec Photoshop ou n'importe d'autre qu'on a obtenu avec PixInsight, peu importe en réalité, et on va venir s'en servir comme masque de fusion. Donc on sélectionne uniquement les zones sur lesquelles le process doit être appliqué en protégeant les étoiles. Donc là, on voit déjà que les étoiles ne bougent plus. Mais par contre, sur la galaxie, voilà, on gagne un petit peu. Alors si jamais le masque n'est pas assez permissif, hein, comme d'habitude, on peut remonter un petit peu voilà, la luminosité pour avoir un petit peu plus, que le process s'applique de manière un petit peu plus fort. Là, c'est sans doute un petit peu excessif. Mais voilà, on peut jouer comme ça, donc soit avec les niveaux sur le masque, soit en venant modifier directement l'opacité ici, en trouvant un compromis acceptable. Alors là, autour de 80% par exemple. On a déjà un résultat qui est visible, mais sans venir faire remonter le bruit ou quoi que ce soit dans la galaxie. C'est un résultat qui est plutôt sympa. En général, ça permet d'augmenter les détails, voilà, typiquement dans les bras spiraux, dans les bandes de poussière, et dans les zones vraiment un petit peu où il y a du petit détail. Sur M82, bon là je suis pas allé vérifier ce que ça faisait. Évidemment, il faut toujours vérifier hein, sur l'ensemble des objets intéressants de l'image. Voilà. On voit qu'on gagne un petit peu en contraste. Pareil, dans les bandes de poussière, c'est assez subtil ici. Un aspect très intéressant du traitement d'image alors moi personnellement, je préfère nettement faire avec Photoshop qu'avec PixInsight, c'est vraiment la gestion des couleurs, de la saturation, de la réduction du bruit chromatique éventuellement, la correction sélective, voilà, tout ça, ça se fait très bien sous Photoshop et ça peut se faire assez simplement. La première chose, c'est qu'on va s'occuper de réduire, là, l'image ne le justifie pas vraiment, mais on montrait comment réduire le bruit chromatique, par exemple dans les zones faibles. On a un outil directement pour ça, dans bruit, toujours réduction du bruit, et alors on peut lui donner une intensité, là on travaille sur la couleur, donc on peut le monter un petit peu plus, c'est pas gênant. Et c'est sur la réduction du bruit de la couleur. Là on peut venir le réduire fortement, donc on va mettre allez, 50%, hein. Là l'image ne s'y prête pas, mais peut-être sur les abords de la galaxie, ça aura quand même un intérêt. Et on va venir appliquer cette image, alors en sachant que, encore une fois, on va viser plus ici pour la réduction du bruit chromatique les zones sombres, donc on va utiliser un masque de fusion inversé, et on va uniquement utiliser celui-ci en mode couleur, afin de ne pas altérer du tout la luminance sur l'image principale. Voilà. Et pour autant, on garde un masque progressif, c'est-à-dire où on n'a pas trop de noir total sur les galaxies, parce que ça peut aussi avoir un intérêt, ça, sur les galaxies. Typiquement, là, le fond de ciel il n'y avait pas trop de problème de bruit chromatique dans le fond de ciel, mais il en reste pas mal en réalité dans la zone de transition, on va dire, sur le halo, un petit peu autour de M81. On voit qu'on a des petites taches qui se baladent un petit peu partout, plus rouge, plus marron, un peu plus bleu, etc. La réduction du bruit chromatique comme ça permet, sur des zones qui sont même un peu magenta, ici là des petites zones là, ici sur l'image, en appliquant cette correction, ça permet de ne pas perdre en couleur sur la galaxie, mais dans les zones les plus sombres, voilà, de venir atténuer
Et si je remets à là, je suis un petit peu au-delà de 100, mais si je remets à 100, voilà, on voit qu'on a une espèce de petit moutonnement de couleurs comme ça dans le halo de la galaxie, dans le bulbe, qui là est bien, bien réduit en utilisant cette fonction-là. De la même manière, pour ceux qui possèdent AstroTools, il y a un outil qui fait globalement la même chose, et qui s'appelle Color Blotch Reduction. Donc pareil, ça s'applique directement sur l'image et puis ensuite, en fonction du résultat, en fonction de la puissance du process, bah, faut venir doser avec l'opacité et utiliser si besoin un masque. Là, on voit qu'on a perdu pas mal de couleurs, hein, sur la galaxie. Je me remets à 100. On perd pas mal de couleurs dans la galaxie au passage. Là, c'est avant, là, c'est après. On voit que c'est devenu un petit peu tout terne. Donc en réalité, ici, même chose. On vient créer un masque de fusion qu'on applique de manière inversée. Et tout de suite, bon bah pareil, c'est nettement mieux. Les petits défauts ici qu'on a en termes de bruit chromatique, ici sont bien estompés. Et au besoin, eh ben, on vient jouer toujours avec l'opacité pour voilà, les diminuer juste ce qu'il faut, mais sans trop toucher à la couleur par ailleurs. Et encore une fois, cette couche-là, on l'utilise uniquement pour la couleur, on ne vient pas toucher au reste. Et on voit que c'est relativement efficace, hein, et rapide à faire pour corriger ces petits défauts dans les objets. Avant de toucher à la saturation vraiment des couleurs, il y a une opération qui est à faire, je pense au préalable et qui concerne plutôt, la correction, sélective, des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans Images, réglages, correction sélective et on va pouvoir venir jouer, voilà, couche par couche, alors sur les rouges, jaunes, verts, cyan et cetera, sur les différents réglages de chaque couleur. Par exemple, sur les zones H-alpha qui sont un petit peu roses ici, si j'ai envie de les rendre un petit peu plus rouges ou de les accentuer, et ben, dans le rouge, je vais diminuer le cyan. Voilà. Et tout de suite, immédiatement, j'ai des zones H-alpha, on voit qui ressortent nettement plus. Voilà. Donc le tout, c'est encore de trouver un bon équilibre, hein. Là-dessus, on voit sur les jets de M82 aussi que tout de suite, ça augmente énormément. Alors attention de ne pas trop pousser sur des valeurs très fortes à 100. Le cas échéant, il faut mieux le faire en plusieurs pas successifs pour pas risquer de créer un peu trop de bruit chromatique, ce qu'on a fait disparaître justement précédemment. Mais on voit qu'on peut facilement réaccentuer un petit peu certaines zones. Et pareil, attention après quand on touche les autres curseurs, on peut vraiment jouer sur toutes les couleurs différemment. Attention à ce que le H-alpha ne devienne pas orange ou totalement rose. Voilà. Là en général sur le H-alpha, il faut mieux jouer uniquement sur le rouge. Voilà, donc ça c'est plus pour le H-alpha, le rouge, mais après dans la galaxie elle-même, là, si je sélectionne le jaune, je vais pouvoir jouer aussi sur les valeurs, là, ici, des couleurs au sein de la galaxie. Là, on voit que je suis sur quelque chose de très bleu. Si je le diminue, j'augmente un petit peu la couleur chaude au centre de la galaxie et dans les bras spiraux. Donc là, pareil, hein, c'est des réglages à faire au cas par cas. Toujours attention avec le magenta pour pas forcer. Mais voilà, si je diminue trop le magenta, je vais me retrouver sur du vert. Donc voilà, ça peut, en jouant un petit peu, on peut venir réaugmenter un petit peu la couleur et jouer sur la couleur comme ça au centre des galaxies. Donc là, après, voilà, ça dépend à la fois de vos goûts personnels. Faites attention à pas trop altérer les étoiles quand même au passage, ou alors il faudra utiliser avec un masque de fusion adapté. Mais on voit que, voilà, si je me mets avant-après, sur M81 par exemple, j'ai des modifications qui sont assez sensibles, et ça, c'est des modifications de teinte qu'il faut mieux faire avant d'augmenter la saturation, parce qu'une fois que la saturation est augmentée, ça fera des modifications qui seront bien plus visibles. Donc là, on voit que sur M80, M82, voilà, on est venu booster un petit peu le rouge comme ça. Bon là, sur une image de galaxie, c'est un petit peu c'est limité, hein, il faut d'autant plus qu'on s'est embêté sous PixInsight à faire une très bonne calibration normalement des couleurs avec SPCC. Ça, je vous renvoie pour le tuto qu'on avait fait spécialement là-dessus. Donc c'est pas pour tout rechanger à la fin. Voilà. Donc vraiment, faut le faire avec parcimonie, c'est des petits ajustements, c'est pour mieux mettre en valeur certaines zones H-alpha. Ça peut se faire avec des masques dédiés, hein. On pourrait viser uniquement les zones H-alpha. Si vous avez fait une image H-alpha, bah, vous avez déjà votre masque de fer, il suffit de reprendre l'image H-alpha et puis de s'en servir comme masque, et on vient modifier ces couleurs-là que sur la partie H-alpha précisément localisée des nébuleuses. Donc voilà, c'est un petit travail, ça, sur les galaxies qui est limité. Sur les nébuleuses, notamment SHO, ça peut être quelque chose de très important au final, de venir rejouer comme ça sur ces curseurs dans les différentes couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus chaudes, un petit peu plus harmonieuses, un peu moins éclatées.
Voilà, tout ça encore, ça doit se faire avec parcimonie et encore une fois, après en jouant avec l'opacité, hein, pour venir, régler très finement, et avoir un résultat qui vous semble correct. Alors je signale aussi que en ce qui concerne les galaxies, il y a un si vous avez, Astro Tools, le petit kit de plugins là, il y a quelque chose qui est assez sympathique, c'est la fonction Increase Star Color, donc augmenter la couleur des étoiles. Alors, c'est un petit process qui est pas mal fait justement pour augmenter la couleur des étoiles, c'est-à-dire que sur une étoile en particulier, par exemple, si je prends cette étoile-là, la grosse orange qui est ici, bah, il va venir prendre la couleur qui est sur le pourtour, là dans le halo, et il va venir remplacer la couleur du centre par cette couleur-là. Alors on peut faire l'essai là en direct pour se rendre compte du résultat. Voilà, ça c'est avant, après. Alors ça se voit bien sur celle-là, ça se voit bien aussi sur les étoiles bleues qui sont dans le champ. On voit que les étoiles bleues, elles étaient un petit peu palotes avant, et là elles sont très bleues. Donc attention, c'est quelque chose qu'il faut aussi doser finement et voire n'appliquer que sur les étoiles, en réalité. Mais ce petit outil-là, Increase Star Color, il donne aussi des résultats des fois très spectaculaires dans les galaxies elles-mêmes. Alors qu'il n'est pas fait pour ça à la base, mais il va en général traiter les galaxies de la même manière que les étoiles. Et là, on voit tout de suite la différence, hein, entre avant et après l'utilisation du process. Alors bien sûr, là, sur M81 et sur M82, c'est appliqué de manière beaucoup trop forte. Mais on voit l'intérêt que ça peut avoir. Et en plus, on a des artefacts qui commencent à se créer, parce que dans le noyau, il l'a pas géré pareil, les étoiles bleues là ressortent énormément, etc. Mais bon, on va voir qu'il y a moyen de faire ça quand même assez simplement. On va le faire en deux étapes distinctes. Donc on va l'appliquer une première fois, Increase Star Color. On va l'appliquer une première fois et on va retenir uniquement les étoiles. Voilà, donc j'ai mon masque d'étoiles et ça, ce process-là, je vais appliquer mon masque d'étoiles. Comme ça, je suis sûr de n'appliquer ce process qu'aux étoiles. Et on voit que déjà, voilà, je vais le mettre à 100%, mais on voit que déjà, les étoiles retrouvent un peu plus de couleurs. Donc si besoin, toujours venir jouer avec l'opacité pour bien régler, etc. Parfois, le process est un petit peu violent. Donc ça peut justifier de diminuer un petit peu. Bon, là, pour l'essai, on va le laisser à 100%. On va venir créer une nouvelle image qu'on va repasser au-dessus. Et cette fois, on va l'appliquer, mais on va chercher à augmenter les couleurs dans la galaxie. Donc là, ça nous donne un résultat qui est pas beau du tout, mais, mais c'est pas grave, puisque on va pouvoir venir utiliser notre masque, voilà ici, ou uniquement avec les zones lumineuses sans les étoiles, et on peut voir ce que ça donne. Donc là, sur la galaxie elle-même, je la repasse à 100%, voilà, on voit que ça augmente pas mal les couleurs, c'est plutôt sympathique. Ça n'a pas pris en compte le noyau. Ça, c'est pas très grave, on va le régler dans un deuxième temps. Mais bon, là, pour les étoiles, on va dire que c'est bon. Et puis, pour les couleurs dans la galaxie, alors, c'est pas mal, mais ça me fait remonter encore une fois le bruit chromatique. Donc là, je vais désactiver le lien avec le masque de fusion, parce que sinon, ça va sûrement planter. Et je vais relancer juste un petit Color Blotch Reduction sur la couche qui a été augmentée, là, ici, avec, voilà. Ça fait disparaître déjà l'essentiel du bruit chromatique qui a été relevé, et j'ai quelque chose qui est plutôt sympathique dans la galaxie, en réalité. Alors, c'est un petit peu fort, je vais le diminuer un petit peu, histoire d'avoir un résultat un peu plus, un petit peu plus cohérent. Et puis surtout, je vais venir corriger le centre là qui a mal été pris en compte et qui est devenu tout vert. Donc là, je peux zoomer un petit peu plus. Je vais recréer un calque. Je vais fusionner tous mes calques visibles. Voilà, donc je garde mon image de base qui est toujours là. Je vais dupliquer cette image-là. Je vais la passer en mode couleur. Et je vais juste venir ici jouer avec le tampon de duplication, lui également en mode couleur. Je peux augmenter un petit peu la taille. Voilà. Et en venant ici, voilà, pour la couleur, j'ai récupéré un centre là qui était vert, voilà, qui est plus harmonieux avec le reste de l'image. Et c'était un défaut ça du process. Mais voilà, ça peut se corriger, on le voit très rapidement. Donc ça, c'est mon image avec Increase Star Color.
et on voit que bah, on a reboosté pas mal les couleurs dans les galaxies. Et au final, comme on a notre image de départ en bas, on peut se permettre, pareil, de venir peaufiner très finement. Alors là, notamment sur M82, il y aura une limite avec le bleu hein, qui est un petit peu trop visible, on va dire, qui est un petit peu trop flashy à mon goût. Donc on va le redescendre. Mais voilà, on voit qu'on obtient entre la version de départ et la version finale quelque chose qui est quand même un peu plus sympa, moi je trouve. En tout cas, voilà, ce petit outil-là, il est utile pour les étoiles et il est très utile aussi pour les galaxies. Parfois, il donne de très bonnes choses, mais alors attention, il faut corriger ces petits défauts, les petits défauts qui sont générés, notamment le bruit chromatique et certains petits défauts dans le cœur des galaxies. Mais ça se fait assez simplement, comme on l'a vu. À noter, on l'a pas évoqué, mais qu'à ce stade-là, s'il vous reste un petit peu de vert sur votre image, vous pouvez parfaitement utiliser le petit process Hasta la Vista Green. Alors plutôt en mode important, hein, et puis derrière vous dosez avec l'opacité, pareil. Bon là il y avait pas en réalité beaucoup de vert, à part peut-être un petit peu dans les bras spiraux de M81. Donc ça améliore un tout petit peu les choses. C'est subtil, mais voilà, des fois ça peut donner de très très bons résultats. Ensuite, on va arriver à l'étape à proprement parler d'augmentation, toujours, hein, si besoin, de la saturation des couleurs. Ça se passe dans Réglages, teinte saturation. Et alors là, vous pouvez choisir de venir augmenter la saturation de votre image de manière générale. Donc là, je pousse au maximum pour qu'on voit où sont les différentes couleurs hein, sur l'image, donc du rouge, du vert, etc. Pas de vert du tout, par contre, du bleu et du rouge, essentiellement. Euh, et vous pouvez choisir de venir remonter de manière globale la saturation sur votre image, ou alors vous pouvez choisir de venir remonter des couleurs distinctes. Par exemple, si je veux remonter uniquement le rouge, mais pas n'importe quel rouge, vraiment le rouge, par exemple, qui est sur ici M82, voilà, je peux cliquer directement dans l'image et choisir de n'accentuer que ce rouge-là. Alors il se trouve que c'est également le rouge des zones H-alpha de M80, donc ça augmente tout de manière séparée, et aussi un petit peu les étoiles, et puis si vous poussez trop le fond de ciel, voilà. Mais on peut venir comme ça ajuster très finement, que ça soit les rouges, les bleus, etc. Il y a pas mal de bleus aussi dans la galaxie, ça pourrait être intéressant de le booster un petit peu plus, mais en faisant doucement évidemment. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Bon, bah, on va faire une augmentation un petit peu générale, là je pense de la saturation, on va l'augmenter pas trop, pas trop trop trop, on va la mettre allez, à 30%. Et puis toujours, ben, même chose, on vient travailler avec notre masque de fusion qui déjà va limiter, on va éviter de toucher au fond de ciel, et puis surtout, ça va permettre d'appliquer les choses de manière plus progressive sur les zones vraiment où il y a besoin. Et après, bah, c'est de l'appréciation, là où vraiment sur le résultat. Ça dépend aussi beaucoup après de vos goûts personnels hein, en matière de saturation. Il y a des gens qui aiment les images très saturées, d'autres beaucoup moins. Voilà, il y a moyen de faire absolument ce qu'on veut ici avec ces process-là. Et il y a moyen après de venir appliquer, de faire des corrections vraiment de saturation très localisées sur différents objets. Par exemple, imaginons que je souhaite appliquer une saturation différente sur M81 et sur M82. Bon, bah, éventuellement, je vais venir ici reprendre mon masque juste avec les deux objets. Je vais le coller ici. Et ensuite, bon, bah, j'ai juste à... Je peux même passer là en 100%. Hein. Voilà. Je gomme M81. Il me reste plus que M82. Et bien sur M82, je peux venir appliquer les réglages que je veux en termes de saturation ou éventuellement de correction sélective. Hein, ça marche également. Voilà, même chose pour M80. Donc je ne suis pas obligé d'ajuster la saturation des couleurs sur tous les objets du champ de la même manière. Je peux le faire de manière localisée, soit objet par objet avec des masques séparés, soit couleur par couleur, en utilisant là les outils qui sont à ma disposition, ou en allant prendre avec la pipette, voilà, si je veux vraiment augmenter la saturation sur cette zone-là, bon ben voilà, je vais sélectionner directement cette zone-là, et ça va me prendre la couleur qui correspond. Alors là, plutôt dans les jaunes. Mais voilà, ça permet d'affiner très précisément la saturation qu'on veut obtenir. Imaginons que là, je la monte très fort, et en désactivant le masque, puisque je suis centré sur M82, voilà. Tout de suite, ça va me monter énormément l'aspect jaune dans le cœur de la galaxie. Voilà, donc c'est un outil qui s'utilise, encore une fois, de manière très très libre. Par exemple, là, sur M81, je vais le refaire, parce que je trouve, et sur M82,
Je trouve que c'est largement assez saturé, mais sur M81, en revanche, je trouve qu'au niveau du jaune, bah ça ressort pas extrêmement bien. Donc voilà, je vais venir prendre le jaune, je sélectionne ça, et là je peux augmenter la saturation de manière très localisée. Voilà, on voit que je vais pas toucher trop à la galaxie. Je peux venir l'augmenter de manière assez sensible. Et puis ensuite, pareil, je rejoue avec l'opacité pour redescendre un petit peu et trouver un compromis acceptable où j'ai pas de zone trop marquée. Même chose pour en dessous avec les zones H-alpha qui étaient beaucoup plus lumineuses. Je reprends l'image de départ, je la duplique, je viens fusionner tous mes calques visibles, je me retrouve avec mon image de départ et mon image modifiée, et puis là je peux pareil rejouer sur l'opacité pour, voilà, si j'ai boosté un petit peu trop, toujours reprendre un petit peu son image à tête reposée en ce qui concerne la saturation des couleurs, je trouve, ça vaut le coup de la laisser 5-10 minutes de côté, vous revenez. Malheureusement, c'est un biais, c'est un petit peu très courant sur le traitement d'image, c'est que si côte à côte, vous mettez une image très saturée et une image correctement saturée, on va dire, moins saturée, l'image très saturée, si c'est pas trop excessif, va toujours vous sembler plus attrayante. C'est-à-dire que vous allez toujours vous dire: «Ah ouais, mais si je pousse un peu plus les couleurs, ça c'est mieux quand même». C'est mieux, et puis quand vous revenez 10 minutes plus tard, que vous la regardez, parce que là, parce que ça vous semble, l'autre du coup vous semble pas assez saturé parce que vous avez la comparaison entre les 2 sous le nez. Mais objectivement, si vous le regardez objectivement votre image, sans avoir à côté une version qui est beaucoup plus saturée, votre image que vous avez mis du temps à vous trouver la bonne saturation des couleurs, elle va vous sembler très correctement saturée en réalité. C'est juste que, voilà, quand vous avez une version saturée sous le nez ou 2 couches avec une qui est très saturée et l'autre qui est beaucoup moins saturée, la version qui est très saturée, vous allez toujours avoir une tendance un petit peu naturelle à accentuer un peu la saturation. Donc voilà, il faut mieux revenir un petit peu à tête reposée et venir jouer sur l'opacité derrière pour éviter justement de faire des choses qui soient trop saturées, un petit peu trop traitées de manière brutale. Ça vaut toujours le coup de prendre quelques minutes pour voilà, bien se laisser le temps de la réflexion sur ces choses-là. Et surtout pour avoir le temps d'apprécier avec un œil un petit peu neuf les modifications que vous avez faites. Là, par exemple, entre les 2 images, sur M80, je trouve que c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu trop saturé dans le H-alpha en réalité, mais là, j'ai poussé un peu à l'excès pour que ça se voit, surtout à l'écran, parce que sinon après, si je fais des micro-modifications, on risque de pas voir la différence, donc ça aura pas trop d'intérêt. Autant sur M80, ça va globalement, à part les zones H-alpha qui sont un peu boostées, autant sur M82, là, pour le coup, je trouve que c'est pas terrible parce que ça fait remonter, vraiment beaucoup le bleu et de manière vraiment excessive. Donc dans ce cas-là, typiquement, ben, on va voir comment faire, hein, je vais prendre uniquement mon masque pour pouvoir cibler très précisément la M82. Voilà, je viens de coller ici. Le reste, je peux le supprimer, donc sur M80, voilà, je viens supprimer, j'ai travaillé que sur M82 et sur M82, je vais venir jouer, ben, pareil, hein, sur la saturation des bleus. Alors est-ce que c'est bleu ou cyan? À voir, le bleu a l'air quand même bien présent. Et donc là, je peux venir rediminuer un petit peu, je vais lui mettre, allez, voilà, moins 20, moins 25, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais on voit que, voilà, entre la version précédente et celle-là, j'ai un petit peu descendu le bleu, et voilà, je peux jouer comme ça sur beaucoup de choses au niveau de la couleur, dans différentes zones de mon image. Je vais conserver cette version-là pour la suite, même si c'est un petit peu violent dans le HFA de la galaxie, et c'est pas grave. Alors je signale qu'il y a un mode aussi qui est assez pratique pour travailler sur les couleurs. Par défaut, votre image, généralement, elle sera en mode couleur RGB, mais vous pouvez la passer en mode couleur lab. Et quand vous êtes en couleur lab, là, ici, dans les couches, vous avez le résultat global, mais vous pouvez aussi venir jouer séparément sur la luminosité et sur chacune des couches de couleurs. Et puisqu'on en est vraiment là, en toute fin de traitement, je vais pas du tout aborder ici la question de la réduction des étoiles, puisque quand on travaille là, dans le workflow que je propose et que je présente, on travaille essentiellement cet aspect-là sous PixInsight, en tout début de traitement linéaire. Alors soit que vous utilisez la suite Xterminator, donc avec Blur Exterminator, vous avez la possibilité de réduire vos étoiles
très facilement. Si vous ne le faites pas, j'ai fait une vidéo où j'explique la méthode pour le faire. C'est beaucoup plus efficace et esthétique de le faire en mode linéaire au tout début de l'image. Si pour une raison ou pour une autre, arrivé à ce stade-là, vous trouvez que vos étoiles, elles sont un petit peu grosses et que vous n'avez pas envie de reprendre tout le traitement, vous avez, alors il y a une manière de le faire manuel, je ne vais pas la montrer ici parce que elle est un peu laborieuse et elle a plus réellement d'intérêt en réalité maintenant qu'il y a Blur Exterminator. Donc je vais montrer ce qu'on peut faire uniquement avec ici, avec Astro Tools. Il y a un petit outil ici qui propose de réduire la taille des étoiles, donc Make Star Smaller. Ça se fait assez facilement, ça donne des résultats évidemment qui sont bien moins bons que ce qu'on peut faire sous PixInsight. Et en réalité, c'est plutôt destiné à réduire la présence des étoiles plus que leur taille, même si ça agit quand même un petit peu sur de fait sur la taille des étoiles. Mais attention à la création d'artefacts pour les toutes petites étoiles, attention aux halos qui peuvent apparaître. Moi, je vous conseille, si vous l'utilisez, de l'appliquer uniquement avec l'aide d'un masque d'étoiles pour déjà appliquer le process vraiment uniquement sur les étoiles, et puis de venir jouer ensuite avec l'opacité pour réduire un petit peu, sinon ça peut donner à des résultats qui sont pas trop esthétiques. Mais bon, correctement utilisé, ça permet de réduire encore un tout petit peu les étoiles, mais voilà, encore une fois, si vous avez fait ce qu'il faut au stade linéaire sous PixInsight, vous n'aurez pas du tout besoin de toucher cet aspect-là en toute fin de traitement. Et enfin, l'aspect peut-être le plus important à ce stade-là sous Photoshop, c'est vraiment de venir parfaitement régler l'équilibre général de l'image. Alors l'équilibre de l'image, vous pouvez le faire avec les niveaux, avec les courbes, pour venir jouer sur la luminosité du fond de ciel, la luminosité des objets et le contraste d'ensemble de votre image. Alors, là, après, encore une fois, c'est une question. Tout dépend de l'image. Il y a des images, sur celle-ci, il y a un petit peu d'IFN, donc j'ai aucun intérêt de venir obscurcir trop le fond de ciel. J'ai toujours la possibilité d'accéder là dans l'outil information avec l'outil pipette. Voilà, je vois où sont ici dans RVB, je peux voir où sont mes niveaux au départ et où sont mes niveaux après l'opération que je suis en train de réaliser. Donc j'avais un fond de ciel en gros à 30, 31 et je vais me retrouver avec un fond de ciel à 19-20. Et on voit qu'au passage, j'ai perdu toute l'info sur l'IFN dans le fond de ciel. Donc j'ai aucun intérêt de venir le baisser autant, mais après, à 31, 32, c'est peut-être un petit peu, enfin ça semblera pour certains un petit peu trop lumineux. Donc je peux venir rejouer un petit peu sur cette valeur-là en jouant sur un ou deux curseurs de manière très fine. Je vous conseille pas de retoucher au point noir à ce stade-là. Alors, ça revient à refaire un autre ajustement d'histogramme. En général, en toute fin de traitement, ça donne rarement des très bons résultats. Là, c'est plutôt réajuster le point noir pour réajuster l'équilibre, le contraste d'ensemble un petit peu de l'image. Là, on voit que je suis passé de 30, 32 à 29, 30. Voilà, ça apporte peut-être un petit peu plus de contraste sans perdre trop d'informations dans le fond de ciel, dans l'IFN. Voilà, c'est ce genre de petits ajustements qu'on peut faire en toute fin de traitement. J'avais déjà eu l'occasion de le dire pour PixInsight, mais je le redis encore que moi je suis pas du tout amateur de l'outil courbe. Je trouve que ça donne des résultats qui sont souvent un peu grossiers, un peu trop appuyés, qui recréent artificiellement de la dynamique. Moi je préfère nettement utiliser les niveaux, y compris sous Photoshop. L'outil courbe, vous avez pu le voir au cours de ces tutos, je l'utilise pas du tout pour la montée d'histogramme et ni pour les ajustements sur... alors, je parle des montées d'histogramme, on va dire classiques, hein. Après, quand on prend des GHS ou autres, évidemment, ça revient à faire un peu des courbes, mais en tout cas, moi, je préfère régler à la fin finement pour l'ajustement du contraste avec l'outil niveau, surtout en réglant le point noir et en modifiant vraiment à la marge le point gris, plutôt que de revenir jouer sur les courbes. Voilà, moi, c'est ma manière de faire. Après, il y a des gens qui utilisent l'outil courbe et qui adorent utiliser l'outil courbe. Bon, voilà, chacun après ses préférences. Moi, je ne donnerai pas de conseils pour l'outil courbe ici, parce que je considère que c'est pas une bonne chose à faire sur l'image en toute fin de chaîne comme ça. De la même manière, il y a certaines fonctionnalités sous Photoshop qui vous permettent de venir réajuster, on va dire, un petit peu les niveaux d'ensemble de l'image en raisonnant par zone. Alors, par exemple, ça sera l'outil ton clair, ton foncé. On voit que si là, si j'active l'outil ton clair, ton foncé avec la valeur par défaut donc à 35%, tout de suite je regagne pas mal dans le fond de ciel. Je regagne pas mal dans le fond de ciel sur l'IFN et sans trop saturer, sans saturer les valeurs hautes. Alors je remonte aussi les halos des étoiles, voilà, là j'obtiens quelque chose de beaucoup trop appuyé, mais
voilà, on voit qu'en jouant très finement, on peut espérer remonter un petit peu l'IFN. Alors il faudrait peut-être un petit peu, relisser derrière parce que le bruit est remonté et cetera. Moi je considère qu'à ce stade, c'est pas une bonne chose parce que, là on a tendance, en utilisant ces outils-là, ça peut se justifier dans certains cas, hein, bien sûr, c'est pas une généralité, mais pour l'essentiel des images, je trouve que ça ne s'y prête pas et surtout, en utilisant ces outils-là, vous prenez le risque de surtraiter votre image. Vous allez chercher à augmenter un petit peu le signal dans le fond de ciel, donc pour tirer un petit peu sur l'IFN, mais ça va faire remonter le bruit. Donc il va falloir relisser un petit peu derrière. Donc on va relisser, on va réduire le bruit. Ça va réduire aussi un petit peu la couleur. Du coup, on va se sentir obligé de resaturer un petit peu plus. Voilà. Et en faisant comme ça, c'est un petit peu l'opération, c'est un petit peu boule de neige. Et on commence par toucher quelque chose de très léger. Et puis derrière, ça entraîne une modification, deux modifications, trois modifications, du relissage, de la resaturation. Et on arrive sur quelque chose au final, une image qui risque d'avoir perdu tout le côté un petit peu naturel qu'elle pouvait avoir au départ. Si vous n'avez pas réussi à mettre en valeur l'IFN sous PixInsight, par magie sous Photoshop, il va pas réapparaître. Ou alors, ça sera au prix d'un lissage de l'image, et vous prenez le risque là de basculer dans une image qui est un petit peu surtraitée. Alors évidemment, on peut essayer de le faire, hein, donc d'augmenter très légèrement. On peut se dire, allez, à 15%, on va réaugmenter très légèrement comme ça. Et puis, on peut, du coup, on va devoir remettre un petit coup de, de retrait de bruit, parce que l'image commence à être un petit peu, un petit peu moche. Voilà, donc voilà, ça peut se faire. Attention, là au passage, on a fait considérablement augmenter les étoiles. Donc déjà, il faudrait protéger les étoiles de cet aspect-là. On va voir si on peut le faire quand même. Donc voilà, en protégeant les étoiles, on va inverser le masque et puis on va beaucoup voilà, tirer un peu plus pour augmenter la taille des étoiles, parce qu'on a vu que les étoiles étaient très augmentées sur l'image d'après. Donc là, les étoiles, elles n'ont pas trop pris en diamètre et on a remonté un petit peu l'IFN. Ça va tant qu'on regarde l'image de loin. Si on la regarde de près, ben on va voir que voilà, on n'a pas augmenté les étoiles, mais voilà, c'est au niveau du halo un petit peu quand même. Voilà. Donc attention, en général, retoucher vraiment de manière très importante l'histogramme en toute fin de traitement, c'est rarement une bonne idée. Ou en tout cas, si vous vous rendez compte que l'IFN il peut être mis en valeur, par exemple sur cette image, mieux que ce que vous avez fait, bah, ça vaut le coup de retourner sous PixInsight et de retravailler votre montée d'histogramme et d'avoir quelque chose de propre, voilà, d'ores et déjà, avant de basculer sur Photoshop. Sur Photoshop, moi je conseille plus de se limiter aux petits ajustements plutôt que d'essayer de reprendre la dynamique vraiment d'ensemble de l'image. On est vraiment au niveau du fignolage des petits ajustements. Et puis bien sûr, à ce stade-là, à la toute fin, ça peut être intéressant quand même d'aller vérifier également que votre fond de ciel ne présente pas une couleur, un peu une dominante dans une certaine couleur. Donc là, je suis à 26, 27, 27, pour prendre différents points de référence. 24, 25, 25, 19, 21, 20, 22. On voit que la couche rouge, elle a l'air quand même un petit peu décalée par rapport aux autres. Si je prends l'histogramme, voilà, on voit qu'elle est un petit peu plus en bas par rapport aux autres. Donc dans ce cas-là, on peut venir, si besoin, parce qu'encore une fois, hein, normalement à ce stade-là, on est passé sous PixInsight par les process de calibration de couleurs, donc normalement il n'y a pas besoin de trop y toucher, mais si besoin, voilà, on peut venir réajuster un peu. Là on était à 1, en remontant voilà, légèrement de manière à ce qu'il n'y ait pas une dominante. On avait 1 ou 2 d'écart, donc là en augmentant de 1 ou 2, on va le mettre à 2, quitte à jouer un peu sur l'opacité derrière pour refignoler. Mais on voit que maintenant, on devrait être sur quelque chose de plus homogène, 30, 29, 30, 25, 24, 25, 19, 21, 24. Bon, on est sur quelque chose qui, voilà, 26, 23, 22. Voilà, faut le toucher. Il faut l'apprécier aussi sur l'image dans son ensemble, bien vérifier qu'on a, voilà, ça harmonise bien le fond de ciel, mais qu'on ne perturbe pas trop de choses sur l'image. Là, voilà, c'est une petite, en jouant sur 0,1, 0,2 sur les curseurs, on vient bien réaligner les histogrammes et on a quelque chose d'un peu plus propre, on va dire. Voilà, mais ensuite, à ce stade-là, ben, notre image, elle est finie. Hein. C'est enfin, on y est. Après 30 vidéos et autant d'heures à passer à expliquer comment faire chacune des étapes, on touche enfin au but. Là, notre image, elle est vraiment finie, presque.
Presque, parce que on va quand même faire quelque chose d'important avant de finir et de sauvegarder, notre image. C'est que, déjà, on va la sauvegarder dans un format approprié et puis on va bien vérifier quand on la sauvegarde qu'on inclut dedans le bon profil ICC, c'est-à-dire le profil si vous avez un écran calibré. Et après, si vous avez un écran calibré et qu'en plus vous avez pris le soin de bien définir vos espaces colorimétriques dans Photoshop et dans PixInsight, alors je vous recommande évidemment de travailler en sRGB, hein, la norme la plus répandue pour les écrans, avec un gamut, on va dire, normal et pas sur des écrans vraiment de photographes professionnels. Si vous travaillez en sRGB, c'est très très bien, c'est la garantie que en plus ça correspond au profil qui est par défaut appliqué sur les navigateurs internet en l'absence de profil ICC dans l'image, donc vous êtes sûr de maximiser la compatibilité et que les gens qui regarderont votre image la voient comme vous la voyez sur votre écran de PC. Mais c'est important de bien penser à sauvegarder, quel que soit le mode dans lequel vous enregistrez, enfin que ce soit en TIFF, que ce soit en JPEG, etc. Moi, je vous recommande de la sauvegarder pour vous à la meilleure qualité possible, donc en 16 bits et en TIFF. Et après, quand vous voulez l'exporter, la publier sur un site ou autre, alors sur Astrobin, ça supportera alors ça prend pas le TIFF, mais ça prendra du PNG 16 bits sans problème. Si vous êtes plus sur un site, sur un réseau social, où vous voulez minimiser la taille de votre fichier, vous le passez d'abord en 8 bits, et puis ensuite vous pouvez l'enregistrer, alors soit en PNG, soit en JPEG, voilà, en veillant à lui donner un niveau de compression vraiment minimum, hein, donc on laisse en qualité maximum, et puis comme ça on a notre image qui est bien finie et prête à l'export au bon format et avec le bon profil ICC pour les couleurs, ça c'est très important. Voilà, donc à l'issue de ces quelques opérations, on est venu normalement améliorer un petit peu, raffiner un petit peu l'image, essayer de gommer les principaux défauts qui peuvent rester, alors que ce soit dans le bruit, dans le fond de ciel, au niveau des objets eux-mêmes, de la saturation des couleurs, éventuellement retoucher un petit peu aux étoiles, même si je ne le conseille pas, et puis surtout veiller à l'équilibre d'ensemble de l'image. Donc voilà, on peut comparer vite fait les deux versions, hein, la version initiale qui sort de PixInsight et la version qui sort de Photoshop. Alors voilà, après, là, je suis pas rentré dans le détail pour vraiment peaufiner au maximum tous les petits aspects de l'image. Mais voilà, ça donne une idée quand même assez, je pense, assez représentative de la différence quand même qu'on peut obtenir en travaillant un petit peu sous Photoshop entre l'image sortie de PixInsight et l'image qu'on obtient en retouchant quelques petites choses sous Photoshop au final. L'idée, c'est pas de reprendre le traitement, c'est vraiment de venir peaufiner quelques points. Ça se fait relativement facilement avec Photoshop et ça peut quand même donner un résultat qui est sensiblement différent. Attention vraiment à ce qu'on fait encore sous Photoshop, c'est là en général que le risque de surtraitement, au final, quand on retouche un petit peu les contrastes, qu'on retouche un petit peu les couleurs, le risque de surtraitement peut apparaître ici. On est toujours pareil tenté un peu de lisser un peu plus le bruit, etc. Voilà, mise en garde sur la saturation excessive, le retrait de bruit excessif. Là, sur cette image que j'ai fait là, clairement, c'est un petit peu trop poussé, je pense. Donc ça mériterait sûrement de faire un petit mix avec l'image initiale, voilà, pour pas trop accentuer. Mais voilà, on voit que la différence est quand même nette, et ça peut vraiment faire la différence si vous prenez le temps de faire ces quelques petites opérations sous Photoshop. Ça peut vraiment faire la différence entre une bonne image et une très bonne image. Et si c'est mal fait, hein, ça peut aussi faire la différence entre une bonne image et une image ratée, hein. C'est comme toujours, comme avec PixInsight, il n'y a pas de différence ici avec Photoshop. Pour finir, je vais vous recommander quand même une chaîne à aller voir si vraiment vous traitez beaucoup avec Photoshop, et alors soit parce que vous traitez uniquement avec Photoshop, soit parce que vous voulez en savoir plus et rentrer un petit peu dans le détail de toutes les opérations que je viens de montrer ici. Je suis allé relativement rapidement pour montrer un panel assez large, on va dire, d'opérations qu'on peut faire sous Photoshop. Toutes ne sont pas à mettre en œuvre, hein, pour chaque image, encore une fois. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin dans Photoshop et vraiment avoir une description de tous ces petits outils, bah, justement, je vous recommande la chaîne de Valentin Coas, que je mettrai en lien sous cette vidéo, et qui a sorti toute une série de vidéos, alors, il y a 2 ou 3 ans, je crois, et qui s'appelle La boîte à outils de l'astrophotographe avec
Photoshop justement. Et il rentre vraiment dans le détail sur la manière de faire, sur les masques. Moi, je suis passé assez rapidement sur les masques. Je considère que, ouais, encore une fois, on peut les faire sous Pixie. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en réalité qu'on doit déjà avoir fait sous PixInsight avant d'arriver ici. Donc, je reviens pas dans le détail. Voilà, c'est une très bonne chaîne. Il y a beaucoup de choses et d'infos intéressantes et de manières de faire intéressantes à aller voir. Donc, je vous invite vivement à aller la consulter également. Voilà, en tout cas, on en a fini pour ce tuto sous Photoshop et par la même occasion, on en a fini tout court avec la série de tutos de traitement astrophoto que j'ai commencé il y a un peu moins de 4 mois maintenant. Donc ça a été long à faire, mais ça a été hyper intéressant pour moi. J'espère que ça l'aura été également pour vous. Évidemment, c'est mieux de suivre toute la série. Moi, je vous recommande évidemment de suivre toute la série, hein. La chaîne n'est pas monétisée, je ne gagne pas d'argent sur cette chaîne, hein, donc je ne vous invite pas à regarder des vidéos histoire de générer des revenus, mais parce que je pense que j'ai vraiment essayé de vous transmettre au maximum toute mon expérience sur PixInsight. Alors évidemment, chaque image est particulière, il y a des cas particuliers sur chaque image, mais je pense pas avoir mis de côté des choses un petit peu secrètes ou des secrets de traitement que je garderai pour moi. Je pense que je vous ai tout montré. Après, le tout, c'est de savoir bien les utiliser et c'est aussi pour chaque image de déterminer quand est-ce que c'est opportun d'utiliser tel ou tel process, éventuellement en combinant, en faisant des mix un petit peu de combinaisons de différentes méthodes que j'ai montrées ici, notamment pour Photoshop, parce que Photoshop, c'est vraiment, on peut obtenir un même résultat de 10 manières différentes. Donc voilà, c'est utile d'improviser, de réfléchir, d'avoir à l'idée qu'on peut modifier à la fois les masques, l'opacité, jouer sur l'image en même temps, modifier beaucoup de paramètres pour au final obtenir un résultat qui soit cohérent. Je ne pense pas avoir passé de choses sous silence. Je pense que voilà, les vidéos sont longues, la série est longue, hein. Je pense que celle-là, ça devrait être la 30e, ou en tout cas, il y a une bonne trentaine de vidéos qui doivent faire, ça doit représenter à peu près autant d'heures. J'ai bien conscience que c'est long, que les vidéos étaient peut-être un petit peu longues. Il faut savoir que pour une vidéo d'une heure où je vous parle d'un sujet, moi en amont, j'ai passé des heures à lire la documentation, à faire des essais, à faire des tests, des dizaines d'heures à faire des traitements, à faire des essais, à rater, à recommencer, à trouver les bons paramètres, etc. Donc au final, les vidéos sont longues, mais elles sont assez courtes au final au regard du travail que vous auriez à faire pour faire tout ça vous-même. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop, ça paraîtra pas trop long à certains. Et bien sûr, je vous invite à voir la série en entier. S'il y a des choses qui sont évoquées dans un tuto, reportez-vous au tuto. Voilà, ça sert à rien d'essayer de retrouver tout seul. Il y a des choses qui sont à expliquer par ailleurs sur chacun des points. Donc la série là est finie, hein. On a tout vu depuis le début jusqu'à la finalisation là sous Photoshop. Je ferai peut-être une ou deux vidéos supplémentaires parce que je l'avais promis au début et qu'on me l'a beaucoup demandé, c'est sur le traitement d'une image dans son ensemble, c'est-à-dire de A à Z. Là, on a vu beaucoup d'opérations vraiment découpées, chaque opération découpée. Et c'est intéressant, je pense, de voir la mise en pratique concrète sur une image, vraiment en partant du début jusqu'à la fin, pour tenir compte, justement, voir comment on corrige certaines choses, comment on tient compte des particularités de telle ou telle image. Donc ça, je pense que je referai une ou deux vidéos sur le sujet, peut-être une en SHO et une en LRGB, bon, à voir. Peut-être une encore sur la calibration d'écran. Et puis ensuite, peut-être au cas par cas, quand il y a des nouveaux process qui sortent pour PixInsight ou autre. Et puis je reste quand même voilà, potentiellement intéressé par en faire d'autres. S'il y a une demande particulière, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas. S'il y a une demande qui est suffisante, je ferai en sorte de faire le tuto qui correspond. Mais là, je pense honnêtement avoir un petit peu fait le tour quand même de tout ce qu'on peut faire avec PixInsight. Et voilà. Donc je vous remercie encore une fois pour un grand merci à tous ceux qui auront suivi cette série qui était longue, mais qui j'espère vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être appris certaines choses, peut-être donné une nouvelle manière de voir le traitement, peut-être de faire évoluer votre manière de faire du traitement, et puis que globalement, ça vous aura permis de vous améliorer surtout. Et encore une fois, un grand merci à tous ceux qui auront suivi cette série, et puis je vous dis à bientôt, puisque je dis qu'on a fini, mais en réalité, il reste peut-être encore une ou deux vidéos à faire, comme je viens de le dire. En tout cas, un grand merci encore une fois. Allez, salut!